Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et avec nous, jusqu'à midi, ce sont nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord. N'hésitez pas, si vous voulez les relancer ou faire une objection, le 0826 300 300. Peut-être que de la plage, vous n'avez pas envie de téléphoner, mais vous êtes les bienvenus, vous le savez. Alors mettez-vous d'accord, eh bien je vous présente nos 3 invités. On l'a pas fait exprès, mais c'est un peu la configuration de l'Assemblée nationale qui se présente ici avec 3 droites et centristes, et puis Baptiste Ménard du Parti Socialiste, qui est maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil dans le Nord. On est ravis de vous accueillir, Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Face à lui, si j'ose dire, Thomas Elexoser. Bonjour Thomas. Vous êtes secrétaire général de l'institut, l'organisation Les Centristes. Voilà, tout est dit. Et vous êtes conseiller départemental de l'Eure, la bonjour, Normandie. Thierry. Oui, bonjour. Et je dis la Normandie parce que vous êtes tous entrés dans le studio. Il y en a un qui a dit c'est la mafia normande. Je dis ça parce qu'il y a. J'ai pas dit la mafia. J'ai mon compère avec moi ce matin, exceptionnellement. Jonas, pas tout à fait la même chose. Jonas Haddad, on ne présente plus. Droite républicaine, conseiller régional de Normandie et avocat. Bonjour Jonas. Bonjour Thierry. Et vous avez entendu, il est intervenu à l'instant face à son micro, Jérôme Dubus, qui a dit non, j'ai pas dit mafia. Mais enfin bon, c'est le clan des Normands, dont je suis aussi, pour tout vous dire. Donc voilà, vous voyez, Jérôme Dubus, donc 4e de ces 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord ce matin, membre du pôle idée d'Horizon. Édouard Philippe, la Macronie, ex-majorité aujourd'hui, qui se cherche. On verra parmi nos débats ce matin, en effet, si Emmanuel Macron, à force de vouloir relancer toujours les parlementaires en leur disant allez, une coalition, si finalement c'est une façon de s'accrocher au pouvoir ou pas, ou s'il a raison de le faire. Et puis on évoquera un autre personnage qui a surgi hier, juste avant l'interview du président de la République dans les médias, Madame Lucie Castet. Évidemment, vous la connaissiez tous. Évidemment. Jonas, mais c'est de l'ironie ou... Toujours. Ah oui, d'accord. Vous la connaissiez, vous Pas du tout, je connaissais l'état des finances de la ville de Paris, par contre. Ça, commencez pas. Et vous la connaissiez, vous Non, je l'ai découvert. Baptiste Ménard est honnête intellectuellement. J'étais le seul à avoir l'honneur de la connaître, si je comprends bien. Vous verrez, on va l'entendre. Elle était l'invitée de Patrick Roger il y a quelques mois sur Sud Radio. Elle est venue sur Sud Radio et on l'avait interrogée. Donc on va s'intéresser à cette femme, Lucie Castet. Est-ce que c'est la femme miracle de la gauche pour Matignon ? Est-ce qu'elle a vraiment plombé les finances de la ville de Paris ? On se posera cette question, et puis peut-être qu'on parlera aussi du Proche-Orient avec le voyage de Benjamin Netanyahou à Washington. Mais d'abord, messieurs, vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Et je commence par vous, Baptiste Ménard, parce que dans cette période de vacances, vous vouliez penser à nos amis les animaux. Baptiste Ménard. Absolument, un coup de gueule contre les abandons d'animaux qui, en cette période estivale, malheureusement se multiplient et sont de plus en plus nombreux. Cela provoque de grosses difficultés pour nos LPA et nos SPA et les nombreux bénévoles qui s'y engagent quotidiennement. Moi, je voulais rappeler que l'abandon d'un animal, c'est un délit. Il y a des peines encourues jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Donc, nous devons tous travailler davantage à prévenir de ces abandons, bien informer celles et ceux qui prennent un animal de ce que cela représente comme responsabilité. Ça n'est pas une peluche. Et je voulais aussi profiter du micro à votre antenne pour rappeler le numéro unique pour signaler les abandons d'animaux. Un numéro qui sert à quoi ? Ça permet en fait de signaler un abandon d'animal, si vous repérez cela, ou des cas de maltraitance animale également. C'est le numéro 36 77. Et je voulais aussi dire à celles et ceux qui sont témoins de cela qu'il faut prendre un maximum de preuves, des photos, des vidéos. Je dis ça en présence d'un avocat, même si je ne sais pas si c'est sa spécialité. Mais en tous les cas, effectivement, c'est ce qui aide ensuite à caractériser la situation de l'animal en détresse. Ça vous choque pourquoi ? Parce que vous avez vous-même un animal domestique. Chien, oui. Un chien. Non, mais ça me choque parce que je trouve que ça dit aussi beaucoup du rapport que nous avons nous-mêmes avec effectivement les animaux et avec les autres finalement. Et avec les autres. Et finalement aussi d'un abandon de responsabilité d'un certain nombre de nos concitoyens. Et donc je pense que ce n'est pas acceptable, et donc je voulais en faire un coup de gueule. Est-ce qu'au départ, c'est pas aussi peut-être une façon, alors même que les animaux sont une manière de répondre à l'isolement, à la solitude, mais en même temps on prend pas toujours la mesure de la responsabilité qu'on est en train de prendre au moment où on acquiert, où on achète un chat, un chien?
Oui, sans doute. Je pense que voilà, il y a parfois un peu des pulsions, c'est-à-dire on se dit bah voilà, tiens, j'ai envie d'un chat, j'ai envie d'un chien, sans mesurer ce que cela nécessite, ce que cela représente, et y compris d'ailleurs aussi parfois pour le pouvoir d'achat, parce que nous le savons aussi, les frais vétérinaires, les frais de nourriture. Donc voilà, je sais qu'il y a aussi un certain nombre de nos concitoyens qui abandonnent leurs animaux pour ces raisons-là, mais dans ces cas-là, il faut assumer les choses jusqu'au bout et retourner effectivement dans les LPA et dans les SPA. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas Alexoser ? C'est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans l'action publique. Je sens les concitoyens extrêmement sensibles aux questions de bien-être animal. Dans le département de l'Eure, concrètement, on a décidé de construire totalement la SPA. C'est-à-dire construire un nouveau centre. Vous avez financé on va financer le département totalement la construction d'un nouveau centre. On s'est rendu compte que le centre actuel était totalement indigne pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions les animaux et les associations qui y travaillent. Donc le département de l'Eure finance le nouveau local de la SPA. Voilà, pour pouvoir accueillir offrir confortablement des conditions les animaux dignes aux animaux, au milieu associatif qui travaille d'arrache-pied sur ces enjeux-là. Et donc le projet a été validé, il sera dans l'agglomération d'Évreux. Et ça sera un projet très ambitieux qui était d'ailleurs une de nos promesses de campagne en 2021 et que nous avons tenu puisque nous avons choisi le terrain et porté le projet. C'est quand même un comble. Baptiste Ménard ne savait pas, en faisant son coup de gueule mais contre les abandons, qu'il allait politiquement servir. Thierry, j'en profite d'avoir la parole. On vient d'apprendre que la France gagne le principe des Jeux Olympiques d'hiver en 2030. À l'instant, ça vient de tomber. Les coulisses des JO, c'est quelques conditions qu'on ne connaît pas. Mais ce matin, le président a réuni autour de lui Laurent Wauquiez, Renaud Muselier et Christian Estrosi, qu'il a d'ailleurs cité dans son discours hier avec d'autres élus de droite. Et donc la candidature de la France est retenue sous condition, mais le principe est validé pour ces grands Jeux. La présidence d'Emmanuel Macron aura permis de gagner 2 fois les Jeux Olympiques. C'est formidable. Les Jeux Olympiques, c'était François Hollande. Non. Si, c'était sous François Hollande. C'est François Hollande qui a pris l'initiative. J'aime à rappeler quand même le bilan qui est le sien. François Hollande, président de la République socialiste à l'époque. Il était en direct au moment de. Oui, sauf que maintenant, c'est Emmanuel Macron qui va les gérer. Ouais, d'accord, mais donc ça fait les deux. Donc Baptiste Ménard avait raison. Petit clin d'œil à nos amis du Sud et de la région Rhône-Alpes. En tout cas, pour revenir sur le principe des animaux, moi je marque quand même clairement que d'ailleurs c'est pas un journaliste de Sud Radio, mais Thomas Alexoser, un débatteur, qui vient de permettre à Sud Radio de rester l'info, celle de l'actu des JO. Les JO, c'est sur Sud Radio, et grâce à vous, on sait donc que la France peut décrocher les JO d'hiver de 2030. Le principe est validé. C'est pas encore fait. Il va falloir monter le dossier maintenant. Mais le principe est validé dans cette candidature portée par la région Sud et la région. Je vais faire mon français râleur. Encore une belle occasion de déficit public. Le président a promis que ça serait des jeux extrêmement responsables et les premiers du genre. Et je pense qu'ils seront certainement plus responsables que les jeux que nous avons eus en Chine. Les jeux d'hiver. Oui, bon, on espère qu'il y aura de la neige. Alors, les animaux, Jérôme Dubus, vous vouliez réagir? Alors, puisque vous m'avez lancé sur le déficit des JO, j'en viens. Il n'y a pas aujourd'hui de déficit. Il n'y a pas aujourd'hui de déficit. Sur les JO 2024. Sur les JO 2024, je tords le cou à ce canard boiteux qui consiste à dire que ça coûte trop cher, que c'est en déficit, etc. Non. Aujourd'hui, il y a 9 milliards d'investissements qui ont été faits. Ça a permis de conserver ou de créer 180 000 emplois. Notamment dans le bâtiment, notamment dans les travaux publics. Moi, je me demande quel est l'événement qui aura permis, qu'on me le cite, de conserver ou de créer 180 000 emplois. La question, c'est la durabilité aussi de ces emplois. Quand vous pensez que sur les 9 milliards que vous évoquez, il y a 1,5 milliard qui a été consacré à assainir la Seine. Mais non, pas seulement. Mais non, mais c'est pareil. Non, mais je termine juste. Il y a 1,5 milliard. Non, mais ça, tout le monde est d'accord. Il y a 1,5 milliard pour assainir la Seine. Pour que Hidalgo elle fasse des images et que Amélia Oudéa-Castéra nous explique qu'elle est douce, elle est bonne. Non, il n'y a pas eu que ça. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a une partie importante. Dans les 1,5 milliard, il n'y a pas eu que l'assainissement de la Seine. Il y a une partie importante. Il y a une partie importante de ces travaux qui effectivement ont permis de pallier d'ailleurs à la crise du BTP qui est en cours actuellement, mais qui ne vont pas créer des emplois de façon durable. Dans mon coup de gueule et coup de cœur, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a aussi des secteurs entiers qui ont pâti de ces JO et on en parlera tout à l'heure. Les animaux, je finis le tour de table, les abandons. Moi, j'avais moi, j'ai pas envie d'abandonner mon chien. Bon, moi, j'ai une citation que j'adore, qui est de Victor Hugo, peut-être, voilà, si c'est pour terminer là-dessus, c'est « L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà ».
Ouais, les animaux domestiques, essentiellement. Parce que quand les gens se comportent comme vous le dites, à propos d'animaux, vous allez me permettre, messieurs, ce matin d'avoir un propre coup de gueule personnel ou un coup de cœur comme on voudra pour Paul Watson, le grand défenseur des cétacés, des baleines, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, qui a été arrêté au Groenland sous le coup d'un mandat d'Interpol, un mandat lancé à la suite d'une plainte du Japon, la police japonaise cherchant à essayer d'obtenir Paul Shepherd. Et là, aujourd'hui, il y a une grande mobilisation pour que ce capitaine, ce marin et ce militant pour défenseur des animaux, Paul Shepherd, puisse être libéré et n'aille pas être passé en procès et être condamné, parce que c'est à peu près sûr que les Japonais le condamneront, alors qu'il se bat avec son bateau tous les ans pour éviter que les grands bateaux de pêche japonais n'attaquent les baleines. Voilà, c'était mon coup de cœur personnel. Alors on va continuer ce tour de table. Jérôme, vous voyez, coup de cœur pour une entreprise française, pour une entreprise française qui s'appelle Clérad. Qu'est-ce qu'ils font qui est une PME. Qu'est-ce qu'ils font, Clérad? Alors Clérad, ils sont spécialisés dans les sondes pour l'oncologie. Ouais, donc la lutte contre le cancer. Voilà, la lutte contre le cancer, notamment les cancers du rectum. Donc c'est pas une affaire très drôle. Et ils ont inventé il y a à peu près 1 an une machine qui s'appelle la machine papillon, qui est une machine qui permet d'avoir un contact sur les plaies beaucoup plus précis que la radiothérapie actuelle, et qui permet effectivement un taux de réussite absolument phénoménal. Dans la lutte contre le cancer du rectum ou du côlon. Et donc ça a été vérifié par une enquête qui s'appelle... dans la revue médicale qui est bien connue, qui s'appelle The Lancet. C'est une grande revue mondiale scientifique. C'est la grande revue mondiale. Ils ont fait des tests et sur 80% des gens qui ont été traités avec la machine papillon... Et ça marche. Ça marche. C'est un gros succès. Ça marche. C'est un énorme succès. L'Institut Gustave Roussy, qui est un des grands instituts de lutte contre le cancer commencer à traiter Paris. Des malades. Alors des malades qui sont un peu plus atteints que ceux qui ont été traités avec The Lancet, par l'étude de The Lancet. Donc on verra ce que ça donne, parce que l'étude et le traitement a commencé début juillet. Alors donc c'est une entreprise française, c'est une PME française, et qui a un succès, qui avait déjà du succès. Elle sauve des vies. Elle sauve des vies. Amplifié grâce à cette machine. Alors un petit point négatif sur ce sujet, c'est que les traitements par cette machine ne seront pas remboursés. Ne sont pas remboursés actuellement. Pas encore, mais ça finira par venir. Alors, évidemment, il faut que ça le soit. Ouais. Donc, ça, on en reparlera tout à l'heure, vraisemblablement, dans la politique, sur ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale, des retraites, etc., en tout cas de la protection sociale. Mais voilà, un traitement qui pourrait économiser beaucoup. C'est peut-être des procédures, ça va peut-être venir, non? Ça va peut-être venir. Ce qu'on appelle un dispositif médical. Bien sûr, mais aujourd'hui, en tout cas, ça n'est pas remboursé. Et ce traitement connaît un grand succès, notamment en Allemagne, en Suède, dans les pays anglo-saxons. Cette entreprise va vendre sa sonde, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, on sait que c'est une manière d'économiser précisément de l'argent par un traitement qui est plus efficace et plus rapide. Parce que soigner mieux et soigner vite, ça permet finalement d'éviter des traitements longs et donc de plus grosses dépenses pour la sécurité sociale. Et c'est une entreprise française, donc bravo à cette entreprise et coup de cœur à cette entreprise. Alors le vrai sujet, c'est par exemple dans ce qu'on appelle l'ONDAM, l'enveloppe qui finance la sécurité sociale, la part retenue pour les médicaments et les dispositifs médicaux est pas toujours en augmentation, et c'est un vrai sujet politique le cas échéant. Alors cet aspect, ce coup de cœur de Jérôme Dubus pour cette entreprise Clérad, cette PME qui réussit à nous sauver du cancer du rectum ou du côlon, ce coup de cœur. Et puis les sujets politiques, évidemment. Emmanuel Macron s'accroche-t-il au pouvoir? Lucie Castet est-elle la carte maîtresse de la gauche? C'est tout de suite avec nos 4 débatteurs dans Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Et d'abord, avant de redonner la parole à nos 4 débatteurs pour se mettez-vous d'accord, eh bien on revient à l'actualité chaude. Vous le savez, Sud Radio, c'est la radio des JO. L'actualité des JO et leurs coulisses, c'est sur Sud Radio. Et c'est Thomas Alexoser qui nous donnait l'info, puisqu'il suivait ça sur son portable en direct. Breaking news, en quelque sorte, grâce à lui. Eh bien oui, la France pourrait décrocher, c'est pas encore fait, mais pourrait décrocher, un pas supplémentaire a été fait ce matin, pour décrocher les JO d'hiver de 2030. Jonas Haddad, alors vous avez à propos des JO un coup de gueule, c'est ça, ce matin? Alors c'est un coup de gueule et un coup de cœur en même temps. Un coup de cœur surtout à toi, le cadre parisien, qui pensait louer ton appartement à 1 000 € la nuit, mais qui va pas y arriver. Un coup de... Me dites pas toi à moi, parce que moi j'ai pas d'appart à louer à Paris. Un coup de cœur à toi, le restaurateur qui pensait te refaire après les gilets jaunes, les émeutes, les retraites, les Covid, mais qui a très peu de clients en ce moment, moins 50% dans la restauration. À toi, l'hôtelier corse ou en PACA, qui a très peu de clients cette année et qui a très peu de réservations, alors que tu avais réparé ton jacuzzi et ton hammam pour accueillir de plus en plus de clients. Bref, à vous tous qui galérez un petit peu en ce moment parce que vous comptiez sur les JO pour vous refaire après quelques années qui a été compliquées. Et finalement, on voit aujourd'hui que la moitié du chiffre d'affaires qui a été annoncé pour toutes ces populations, c'est-à-dire les restaurateurs, les hôteliers, les boulangers et même les particuliers qui voulaient louer leurs appartements pour les JO, ce chiffre d'affaires n'est pas là. Et donc, ils ne pourront pas compenser les années un peu compliquées qu'on a vécues. On l'a beaucoup dit depuis quelques jours avec Joseph Ruiz dans les JO dans tous leurs états, de midi à 13h. On a donné la parole au syndicat de l'industrie hôtelière, mais en même temps, on a l'impression que ça va un petit peu mieux depuis quelques jours, depuis un jour ou deux, et que ça commence à frétiller avec le début des épreuves. Les étrangers, les Français de province commencent à arriver à Paris. Il y a quand même des gens qui ont acheté des billets, ils ont envie de voir les épreuves. Tout à l'heure, les JO, c'est 16h, 16h30, en direct, Stade de France, rugby à 7, on y sera en direct avec Sud Radio, mais les gens y seront aussi, puisque ça y est, ça commence à venir. Donc peut-être qu'on râle un peu vite. Non, je râle pas, mais je dis que ça frétille à Paris, mais ça pose surtout une question de comment nous allons renouveler notre offre de restauration et notre offre hôtelière. Vous vous souvenez, après le Covid, tout le monde disait il faut absolument aller faire du tourisme en France, consommer français, etc. Et ces derniers temps, avec la baisse du pouvoir d'achat des gens, puisqu'on dépense de plus en plus dans l'énergie et dans d'autres sujets, eh bien les gens font un arbitrage. Ouais. Et ils disent, bon, j'ai, je sais pas, par exemple, 2 000 € pour partir en vacances. Est-ce que je vais plutôt en Espagne, où ça va être un petit peu moins cher, et que je vais avoir un meilleur rapport qualité-prix, ou est-ce que je vais en Corse, ou dans le Sud, où c'est devenu très peu abordable. Donc ce coup de cœur est aussi un encouragement à dire à nos amis hôteliers et restaurateurs, on pense à vous, il faut qu'on consomme français, mais aidez-nous à le faire, pratiquer des prix qui sont abordables et avec un bon rapport qualité-prix et un sourire surtout. Est-ce que les Normands, mettez-vous d'accord, vous n'êtes pas en train de nous dire venez en Normandie? Non, je plaisante. Évidemment, des records de tourisme tous les ans de plus en plus en Normandie. Bah oui, et aussi dans les Hauts-de-France d'ailleurs. Et aussi dans les Hauts-de-France, nous dit Baptiste Ménard. Pardon. Vous savez pas spécialement, mais Thomas. Nous sommes, Jonas et moi, amis dans la vie, un peu comme un duo de... Jonas est Lord Sinclair et je suis Danny Wilde d'Amicalement Vôtre. Je vais un petit peu atténuer les propos de mon voisin de droite. Oui, c'est le cas de le dire. Je pense qu'il faut que l'on garde de l'espoir dans les retombées de ces JO. Je partage l'avis de Jonas, c'est difficile pour les Parisiens. Il y a moins de touristes que prévu quand même. C'est difficile pour tous les professionnels, c'est difficile, y compris chez moi en Normandie, la météo a été en plus très mauvaise. Mais ça, je pense, va être une carte de visite et des images absolument magnifiques vendredi soir. Ça commence à venir déjà hier soir, les images de France 2 pour l'interview du président. Je ne parle pas de la personne sur les toits de Paris, oui, bien sûr. Mais les arrière-fonds étaient remarquables, le réalisateur était. Donc je voudrais garder espoir et je pense qu'il faut qu'on garde espoir parce que cette cérémonie que nous prépare Thomas Joly, qui est un Normand de grand talent et qui a réalisé Starmania entre autres, Henri IV dans la cour du Palais des Papes à Avignon. Je pense nous prépare un spectacle extraordinaire qui va faire le tour du monde et j'espère qu'en septembre les professionnels vont retrouver de l'oxygène parce qu'ils en ont besoin. Ce sont des professionnels qui commencent à rembourser le PGE aussi et qui sont en difficulté par les remboursements. Le prêt général aux entreprises. Les met en difficulté. J'avais le président de l'UMI27, Didier Guérard, au téléphone ce matin à ce propos. Donc j'essaye de garder espoir et de dire aux restaurateurs, aux hôteliers, gardons espoir pour septembre. C'est juste, pour compléter vraiment en une seconde, c'est juste, je suis pas tout à fait en désaccord, mais je dis quand même que Paris ne doit pas être simplement une scène de cinéma. Paris 2024, vous voulez dire. Ou un musée. C'est-à-dire qu'évidemment, on a une très belle scénographie, etc. et tout, mais il faut que ça vive.
Il faut que ça vive. Faisons pas de procès à l'avance à une cérémonie et à son metteur en scène qui n'ont pas encore eu lieu. Mais ce n'est pas le procès, c'est que je regarde les prix des hôtels, je regarde qui sont en galère, je regarde les gens qui peuvent même pas mettre sur Airbnb leur appartement, je regarde les boulangers qui disent qu'ils ont moins 50% de chiffre d'affaires, alors que pourtant dès qu'un Américain vient en France, il va acheter une baguette. Oui, en même temps, vous savez bien qu'il y a une grosse menace. Alors Jérôme Dubus. Moi, je vois ce qui se passe un peu dans Paris, puisque j'y vis tous les jours et j'y habite, donc je suis bien placé pour le savoir. Effectivement, c'est un peu déserté. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de Parisiens depuis le 14 juillet qui sont partis, ça c'est indéniable, auxquels on a fait un petit peu peur avec les restrictions de circulation, les restrictions de déplacement, etc. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Mais finalement, moi j'ai été surpris quand le 18 juillet, la 4e voie du périphérique a été condamnée pour la quasi-totalité des circulations, sauf celle d'urgence, etc., et celle des JO, bien évidemment. Ouais, la voie olympique. Je l'ai encore pris ce matin, ça se passe plutôt pas mal de ce point de vue-là. Elle fonctionne, cette voie olympique. Elle fonctionne, donc pas d'affolement là-dessus. Bon, c'est vrai que les restaurateurs et les hôteliers 30% de moins de chiffre d'affaires quand même, actuellement, c'est vrai. Bon, moi je me souviens qu'il y a une petite dizaine d'années, on leur avait octroyé une baisse de la TVA auquel j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu confisqué quand même, parce que elle s'est pas répercutée sur les prix. Bon, donc il faut quand même faire attention aussi à ce qu'on fait, parce que c'est quand même vous disiez tout à l'heure, Jérôme, le PGE, c'est des deniers publics qui sont effectivement en train de rembourser. Et vous voyez, on parlait de déficit. Bon, donc il y a quand même eu un certain nombre d'aides qu'ils reconnaissent d'ailleurs, hein, dont tous les secteurs n'ont pas forcément bénéficié. Donc voilà, sur les JO, moi j'en ai un peu marre de ce JO bashing. D'abord, je comprends pas cet esprit de JO bashing français. On est le seul pays, tous les pays qui ont accueilli les JO étaient enthousiastes. À Londres, c'était enthousiaste. Aux États-Unis, ça a toujours été très enthousiaste. Alors, est-ce que c'est l'esprit de morosité français actuel ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait un siècle qu'on les a pas eus. Pour moi, c'est une grande fête sportive, c'est une grande fête nationale et internationale. J'espère qu'elle sera réussie. Et je pense qu'à la fin de ces JO, on verra que les esprits auront bien changé. On espère que vendredi soir, au fond, on aura tous le bec cloué, en quelque sorte, parce que ça aura été magnifique. Avec les exploits sportifs, nos sportifs d'ailleurs. Ça commence ce soir. Non, mais c'était un pari très risqué qui a été pris par la candidature, de faire des jeux extrêmement urbains au final, puisque vous avez des stades qui ont été construits dans la ville, au Champ de Mars, à la Concorde, au pied de la Tour Eiffel. Donc c'était un pari risqué. Je pense que ce qu'il a manqué, c'est un peu de pédagogie. C'était de dire clairement aux Français et aux professionnels, ça va être une période compliquée, ça va pas être l'euphorie que beaucoup ont cru, mais le meilleur viendra après. Et cette pédagogie, et je pense qu'elle a manqué le meilleur viendra après, de la part... parce que après quoi ? En réalité, c'est l'exemple de Londres. Londres en 2012, j'en ai parlé avec Christian Monteil, le patron d'Atout France, etc. Londres en 2012, la ville était déserte. Mais dans les années 2013-2014 qu'on suivit Londres, on se souvient de cette image incroyable de la reine d'Angleterre sautant d'un hélico avec Daniel Craig, etc. Ces images ont fait le tour du monde. Et Londres a eu une explosion gigantesque. Et Londres est d'ailleurs sur une dynamique très très forte aujourd'hui en termes d'hôtellerie, de tourisme, etc. Et donc, moi, je sens, parce que je suis professionnel dans ce secteur-là, je sens venir un frémissement sur septembre. Et je pense qu'on a manqué de pédagogie, de dire ça sera une période difficile. On va devoir fermer Paris pendant plusieurs semaines, mais ça vaudra, je pense, in fine le coup. Et accessoirement, puisqu'on parle de Londres, qui a été une grande réussite financière, une des seules d'ailleurs des Jeux Olympiques, hein, il n'y en a pas eu énormément, malheureusement, ça a permis au réseau de transport en commun londonien d'être fait de A à Z. S'il n'y avait pas eu les JO à Londres, et c'est un peu le cas chez nous aussi. C'était décidé avant par Sarkozy. Ah mais non, attends. Ça a été décidé avant, mais ça a été accéléré à cause des JO. Sinon, ça aurait mis 20 ans. Ça a été nettement accéléré grâce aux JO. Par exemple, la ligne 14, reste en retard. Le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly, ça n'était pas prévu à l'origine, et ça a été accéléré. Donc ce Grand Paris Express dont on a beaucoup parlé, il est en train d'être réalisé. Voulu par Sarkozy. Et c'est quand même une révolution. C'est l'équivalent du métro parisien qu'on est en train de dupliquer dans la banlieue, ce qui est quand même énorme. Et déjà l'ouverture de la station Pleyel avec un hub dans cette station permet à énormément de franciliens, de banlieusards. C'est quand même une révolution pour le transport en commun. Mais Jonas a raison, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a voulu ce grand plan à la base, Grand Paris Express. Maurice Leroy, que je salue, qui a été un des hommes forts de cet engagement, et que ça date quand même de 2010-2011.
2007, ce projet d'envergure. Ça se réalise aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, Jérôme, sur les avancées. On ne peut pas dire que le métro parisien dans son ensemble ait connu beaucoup d'avancées, malheureusement, par les lignes automatiques. Puisqu'on est dans les coups de cœur ou les coups de gueule, moi j'ai été très agréablement surpris ce matin de voir dans le journal Libération Bernard Thibault, l'ancien patron de la CGT, qui était à la manœuvre dans un des comités qui suivaient les chantiers, saluer, bon ça c'est normal, mais il saluait les ouvriers, tous ceux ingénieurs, architectes, qui ont mené les projets d'infrastructure, mais saluer le fait qu'on a fait considérablement, alors qu'on a rendu à l'heure la plupart des stades, on a rendu le taux d'accidentologie, le taux d'accident dans ces chantiers du BTP, pas à zéro, évidemment, mais il a baissé considérablement. Et Bernard Thibault, ancien grand syndicaliste de la CGT, s'en est félicité. Jonas Haddad. C'est très bien, mais il faut qu'il utilise sa voix pour essayer de déminer les préavis de grève, notamment des danseurs et d'un certain nombre de personnes qui sont affiliées à la CGT. Ils ne sont pas payés, donc c'est normal qu'ils râlent. Oui, non, mais il y a d'autres personnes aussi, notamment qui sont affiliées à la CGT chez les cheminots, qui menacent de faire des grèves pendant les JO. Donc il faut qu'il utilise cette voix. Les pompiers, les cheminots, les danseurs, c'est vraiment pas le moment de faire des grèves là. Pour en revenir au chantier, moi je l'avais dit ici parce que personne n'avait l'air, c'était encore un peu le JO bashing, personne n'avait l'air de le souligner. Les chantiers ont été livrés à l'heure, été livrés en temps et en heure, ont été livrés au centime d'euro près quasiment. Le village olympique, c'est un grand succès. Moi, j'invite, une fois que les athlètes seront partis, que les JO seront finis, j'invite tous les Parisiens dimanche, et les Normands à venir visiter le village olympique. Par contre, on passera pas la nuit dans les lits en carton. Ça, c'est ce que disent les athlètes. En plus, ça sera pérennisé, puisque ça va devenir des logements pérennisés. Allez, les infos des JO, c'est sur Sud Radio. Et écoutez ça, je vous apporte ces précisions. Les Alpes françaises, Thomas Alexoser nous le disait tout à l'heure, mais je vous apporte quelques précisions. Les Alpes françaises sont officiellement désignées pour accueillir les Jeux Olympiques, mais sous condition. La candidature des Alpes pour l'organisation de ces JO d'hiver 2030 a officiellement été votée ce matin par le Comité international olympique, avec tout de même, pas une menace, mais une épée de Damoclès. Ce sera effectif que si le gouvernement français s'engage à respecter plusieurs conditions, dont des conditions financières. Allez, on se retrouve tout de suite avec vous tous et nos 4 débatteurs sur Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 13h, Thierry Guerrier. Et on se retrouve avec nos 4 débatteurs et c'est Mettez-vous d'accord jusqu'à midi, 1h encore. On va parler politique, bien sûr. Le président de la République, son interview hier soir sur France 2, dans ce cadre magnifique de ce plateau de France Télévisions pour les JO. Et puis, bien sûr, on va parler de Lucie Castet, la carte maîtresse sortie par la gauche hier comme candidate à Matignon. Mais on va finir d'abord le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Je vous rappelle qui sont nos invités ce matin. Nous accueillons Baptiste Ménard qui est maire adjoint socialiste de Mont-Saint-Barreuil dans le Nord. Jonas Haddad, lui, est normand, maître Haddad, avocat droite républicaine et conseiller régional de Normandie. Autre normand, Thomas Alexoser, vous êtes secrétaire général de l'organisation Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure, centriste donc, et Jérôme Dubus, proche d'Édouard Philippe, porte-parole, membre du pôle idée d'Horizon, Jérôme Dubus, donc qui est avec nous, parisien, qui est avec nous ce matin. Alors on finit notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Thomas Alexoser, c'est à vous. Alors vous voulez taper sur la gauche? Oui, je voulais taper sur la gauche et aussi sur le RN en même temps. Nous avons eu une déclaration de Mathilde Panot sur l'abrogation de la réforme des retraites. Proposition de loi. Proposition de loi. Alors, au début, c'était un décret qui allait passer dans l'été, qui ne nécessitait pas de proposition de loi, etc. C'était encore un mensonge de plus. Et désormais, on nous propose cette proposition de loi qui, dans les faits, ne pourra pas passer à l'Assemblée avant plusieurs mois. Donc, pourquoi ? Parce que le temps que l'Assemblée se réunisse à nouveau, qu'il y ait un gouvernement de droite ou de gauche ou du centre, etc. Si c'est un gouvernement qui n'est pas de gauche, ils ne pourront pas poser de proposition de loi tout de suite en septembre. Donc nouvelle écartade. Et là, désormais, on nous propose cette proposition de loi qui, sans les voix du RN, n'a aucune chance de passer. Oui, mais aucune chance de passer. Thomas, vous permettez... Pour moi, c'est une complicité. C'est un jeu de dupes sur des programmes qui, en réalité, sont les mêmes, de cette promesse folle de la retraite à 60 ans, tenue par l'extrême gauche et tenue par l'extrême droite. Et pour moi, les deux extrêmes se rassemblent et s'assemblent. Bon, mais alors, et ça en est la démonstration. Quelqu'un va vous donner raison. Il était l'invité ce matin de Benjamin Glaise dans la matinale de Sud Radio. C'est le député communiste Stéphane Peu. Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, était donc l'invité de Benjamin. Et qu'est-ce
qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette proposition de loi? Il dit, mais moi j'assume s'il y a des votes RN, c'est dans leur programme aussi, hostiles et qui sont favorables à l'abrogation de la réforme sur les retraites. Et il disait même, il y aura peut-être des députés macronistes hostiles à ce projet déjà à l'époque, qui voteront avec nous cette abrogation. Au fond, la gauche, elle fait son métier là, elle fait son métier d'opposant, et elle dit tout simplement, elle utilise, pas comment est-ce qu'elle finance cet effort de dizaines de milliards d'euros. Non mais là vous êtes sur le fond. Elle dit malheureusement, elle le dit très clairement, il y a 24 milliards d'euro de recettes. Oui, mais ils n'ont pas les moyens de faire voter ces recettes nouvelles pour l'instant. Non mais attends, ils sont moins de 200. Si tu veux gager, il faut que tu gages cette proposition de loi. Gager, ça veut dire financièrement qu'elle soit équilibrée. Sinon, ça passera pas. Enfin, ça passera pas. En tout cas, c'est pas légal. C'est même pas légal. C'est pas recevable. Donc, ils l'ont gagé. Bizarrement, ils ont trouvé 24 milliards d'euros de recettes qui sont absolument hallucinantes. Dites-nous. Pourquoi? Parce que d'abord, on rétablit l'ISF. 10 milliards inscrits. Mais l'ISF n'est pas fléché sur cette proposition. Première erreur. 10 milliards. Il en manque encore 14. Dans les 14, il y a une augmentation, tenez-vous bien, des charges et des cotisations sociales portant sur la retraite, au-delà du plafond, au-delà des salaires, du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 600 €. Donc j'attire l'attention de nos auditeurs ce matin. Tous ceux qui gagnent, si cette proposition de loi est acceptée, plus de 3 600 € par mois, verront leur salaire net baisser, puisque l'augmentation de la cotisation sur la retraite sera significative. 4 milliards d'euros. Et puis vous avez tout un tas de choses sur les dividendes, etc., qui sont remis en cause. L'homme de gauche. Voilà Jérôme, le financement génial qu'a trouvé le nouveau Front Populaire et LFI pour financer ce retour à 60 ans. Vous vous associez à ce coup de gueule. L'homme de gauche autour de cette table ce matin, c'est Baptiste Ménard, maire adjoint socialiste de Mont-Saint-Barreuil. Baptiste, comment vous réagissez à ce coup de gueule de Thomas Alexozer? Alors déjà, je suis très surpris de ton intervention sur la question de l'absence de majorité. Parce que dans ces conditions, dans ces cas-là, aucun groupe politique ne peut déposer de proposition de loi, puisque par principe, aujourd'hui, personne n'a la majorité. Mais surtout, il y en aura une. Je ne vois pas pourquoi. Mais surtout, il y en aura une. La première personne au nouveau Front Populaire qui reconnaît que vous n'avez pas la majorité. Au Parti Socialiste, je suis engagé au Parti Socialiste. Mais surtout qu'il y en aura une majorité avec les voix du RN. Là. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'abrogation de la réforme des retraites, c'est un engagement que nous avons pris depuis longtemps. Je rappelle qu'il n'y avait pas de majorité dans l'hémicycle précédent pour voter le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, et que c'est la France Insoumise, par sa stratégie d'obstruction, qui a empêché de mettre, paradoxalement, le gouvernement en difficulté. Donc moi, j'assume complètement le fait que nous ayons cette volonté que d'abroger cette réforme injuste, qui explique d'ailleurs en partie. Ça vous gêne pas éventuellement d'avoir une majorité avec le RN? Non. Ça vous gêne pas, ça, si après, chacun prend ses responsabilités. Moi, je sais qu'il y a des députés centristes, il y a des députés de droite et même de la majorité présidentielle qui ont dit ici ou là qu'ils seraient prêts à voter cette abrogation. Donc voilà, moi je ne vois pas bien. Mais ça vous gêne pas de voir des voix du RN venir vous permettre d'avoir une majorité? Mais sans quoi ça ne passe pas. Mais non, mais ça les gêne pas. De toute façon, à partir du moment où ça va dans leur sens, ça les gêne pas. Ils sont les premiers à hurler dès qu'il y a une alliance avec le RN, dès qu'il y a des gens qui bénéficient des voix du RN. Mais je rappelle que c'est grâce au RN majoritairement, par exemple, qu'il y a des gens de LFI qui ont été élus au bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vrai. Ils auraient été élus au second tour. Vous le savez très bien. Le plus important pour eux, c'est d'avoir les postes et les places. On en parlera tout à l'heure concernant Lucie Castet. C'est des gens qui sont dans le même marigot. Elle est directrice de la ville des finances de Paris. Ils s'embauchent les uns les autres. À partir du moment où ils ont des places, ils sont contents. Là, on est sur les retraites et l'abrogation et l'idée même. Je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il y avait une majorité contre le texte, parce que le 49.3 n'est pas passé, et ça n'est pas la même chose. Il y avait des contestations sur les débats parlementaires autour du texte. Il y avait des contestations sur une partie des propositions portées par le gouvernement. Non, il y avait des contestations sur l'article. Mais il n'y avait pas de majorité pour dire qu'on passait la retraite à 60 ans. Jérôme Debus. J'ai démontré tout à l'heure que ça allait augmenter évidemment les prélèvements obligatoires de manière massive. Donc la gauche l'assume, très bien, ok, mais il faut que les gens le sachent.
très clairement. Mais ça, vous nous l'avez dit. Et deuxièmement, dans le RN, il va falloir trier. Parce que entre Monsieur Ciotti qui demandait l'âge de la retraite à 67 ans et Madame Le Pen qui le demande à 60 ans, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Baptiste Ménard, moi, il y a quand même une contradiction chez vous, les socialistes et les gens du Nouveau Front Populaire, c'est que vous critiquez certaines élections au sein des postes de l'Assemblée nationale avec l'apport des voix du Rassemblement national, et là, sur une opposition et sur une proposition de loi qui vient de vous, vous accepteriez les voix du RN pour faire majorité. C'est quand même complètement contradictoire. Non, mais là, je crois qu'on mélange tout. Ce n'est pas de même nature que de parler de la question de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. La présidence, le perchoir. Y compris du perchoir, et de parler d'un texte de fond sur lequel, je le rappelle, il n'y avait pas de majorité, je le redis, il n'y avait pas de majorité sur l'article visant le report de l'âge départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il n'y avait pas de majorité, et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement avait engagé le 49.3. Enfin, la loi a été votée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Très bien, elle a été votée, mais enfin bon, je suis désolé, nous avons... Vous avez déposé une motion de censure qui a été rejetée. Le droit, il est mouvant. Mais oui, non, mais d'accord. Mais ça dépend pourquoi au PS. Il y a des lois sur lesquelles vous voulez vraiment pas qu'on revienne, et je le conçois. Donc ne dites pas que le droit est mouvant. Par exemple, il y a des avancées qui sont perçues comme des avancées sociétales au PS sur lesquelles vous voulez pas qu'on revienne, et c'est assez juste d'ailleurs. Le droit, il est pas mouvant. Quand aujourd'hui on est dans la situation financière dans laquelle la Commission européenne nous met sous une procédure pour déficit excessif, qui est aux responsabilités. Mais moi je suis pas macroniste. Envoyer le signal de dire qu'on va revenir à la retraite à 60 ans. Et encore mieux, on en parlera tout à l'heure. Proposer le nom d'une femme qui est directrice des finances d'une ville qui est en état de cessation des paiements, c'est pas trop vite. Exceptionnel. Baptiste Ménard. Vous mélangez tout. Bon, toujours est-il que moi je réaffirme que le droit est mouvant, c'est quand même le principe de la vie politique. Chacun défend ses positions politiques, et lorsqu'il est aux responsabilités ou lorsqu'il a la possibilité de déposer des textes, nous les déposons. Donc moi je trouve tout à fait légitime que nous déposions le texte. Chacun sera amené à se positionner sur ce texte comme il en est de tradition, et ce sera le cas surtout. Et par ailleurs, je ne veux pas recevoir de leçons. Moi je ne veux pas recevoir de leçons des uns et des autres quand nous savons tous ici que le projet de loi immigration a été adopté par les macronistes dans un accord avec le Rassemblement national. Donc on va pas me faire à moi... Il y a 75% des Français qui sont pour cette position-là. Le mélange des Alors votes. on va revenir sur l'actualité, Baptiste Ménard et les autres invités, les 4 débatteurs sur Sud Radio ce matin avec Mettez-vous d'accord. On va revenir dans un instant, mais l'actualité bouge en permanence. C'est pas le droit, c'est l'actualité qui bouge. Et peut-être un choc, une décision de l'Arcom, la haute autorité de régulation, qui retirerait à C8 sa fréquence. On va revenir là-dessus. Ce serait un choc et une décision. Vous pouvez le commenter d'ailleurs dans un instant avec nous sur Sud Radio. C8, la chaîne d'Hanouna, qui perdrait sa fréquence. La haute autorité de régulation de l'audiovisuel viendrait de prendre cette décision. Ça va forcément énormément faire bousculer le paysage audiovisuel français. On se retrouve tout de suite dans Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Oui, mettez-vous d'accord, et les débats de l'été, et ça va être un sacré débat dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui viennent, sans nul doute, un grand débat politique, bien sûr, autour de l'avenir de l'audiovisuel français, puisque ça vient de tomber, c'est un coup de tonnerre, les chaînes C8 et Énergie 12 n'ont pas été retenus par l'Arcom pour la réattribution de leur fréquence télévision à partir de 2025. Un coup de tonnerre, je vous le disais, parce que ces candidatures de C8, la chaîne la plus regardée, mais aussi la plus sanctionnée, peut-être parmi les plus regardées et la plus sanctionnée de la télévision française, elle n'a pas été retenue par l'Arcom, cette haute autorité, ce régulateur du paysage audiovisuel. À l'inverse, elle était candidate aussi, bien sûr, et elle est retenue. La chaîne d'information CNews, régulièrement rappelée à l'ordre quand même par l'Arcom, et qui elle aussi appartient à Vincent Bolloré, elle a été sélectionnée pour renouveler sa fréquence. Donc CNews devrait conserver sa fréquence, alors que la chaîne de Cyril Hanouna, C8, devrait donc la perdre. Coup de tonnerre, comment réagissez-vous? Nos 4 invités débatteurs de Mettez-vous d'accord ce matin, Jonas Haddad, Thomas Elexozer, Jérôme Dubus et Baptiste Ménard. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision de l'Arcom? Alors vous n'êtes pas
obligé d'avoir une connaissance parfaite du sujet, évidemment. On est tous saisis là par cette décision de la Jérôme Dubus. Non, moi je voudrais voir les attendus de la décision, c'est ça qui est intéressant. Quels sont les attendus, quelles sont les justifications que l'Arcom... Les sanctions jusque-là, plusieurs millions. Mais quelles sont les justifications que l'Arcom a utilisées, que l'Arcom a relevées pour faire en sorte que ces deux chaînes soient privées de leur fréquence. Moi j'attends de voir les attendus, voilà. Oui, Jonas Haddad, alors l'avocat que vous êtes, peut-être pas spécialiste de l'audiovisuel, mais quand même c'est un de vos sujets. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? L'avocat que je suis voit en fait que le procureur a bien fait son travail, et le procureur, c'était déjà cette commission ignoble à l'époque de l'Assemblée nationale, dans laquelle vous vous souvenez, Monsieur Saint-Toul, qui s'était vraiment comporté comme un inquisiteur avec Monsieur Bolloré, lui expliquant ce qu'il devait faire, ce qu'il devait pas faire, qui avait été remis à l'ordre par le président de cette commission en lui expliquant qu'il n'était absolument pas d'une neutralité. Et je rappelle que ce Monsieur Saint-Toul, quelques jours plus tard, participait à un événement qui était organisé par l'Arcom. Et donc, effectivement, c'est la suite, en fait, de ces poursuites qui ont été réalisées. Vous voulez dire quoi ? Attendez, il faut qu'on comprenne bien politiquement. Saint-Toul... politiquement, Saint-Toul a mené une guerre... son étiquette, rappelez-nous son étiquette. LFI. Quasiment judiciaire contre Monsieur Bolloré et les chaînes qui en dépendent. Donc c'est la victoire de LFI et des mélenchonistes aujourd'hui. Et je rappelle d'ailleurs que dans une décision qui est assez inélégante et inarbitraire, il a été décidé que C8 devait diffuser en différé Hanouna par risque de débordement, alors que dans la même commission, vous vous souvenez de Yann Barthès qui était venu tout débrailler et qui expliquait qu'il voulait même pas répondre à la commission, la même Arcom n'a pas décidé de mettre en différé Yann Barthès, alors que pourtant Quotidien, eux aussi ont des engagements politiques assez clairs, et Monsieur Yann Barthès l'a dit lui aussi qu'il n'invitait pas par exemple le Rassemblement National qui représente 11 millions d'électeurs. Donc d'un côté on a C8 qui est fortement sanctionné, et là c'est le terme, faut le dire, C8 est censuré. Aujourd'hui... Mais parce qu'elle s'est mal comportée aussi. Il y a on verra les attendus. Mais encore une fois, elle a été sanctionnée parce qu'elle ne respectait pas l'équilibre. C'est interdit. Thierry, ma question, la question en droit, je réponds à l'argument de censure qui est grave quand même. La question en droit n'est pas la sanction, c'est l'équilibre de la sanction. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui se sont engagées politiquement ? La réponse est oui. Est-ce que la sanction est la même ? La réponse est non. D'accord. Donc de ce point de vue, c'est une censure. C'est ça que les gens vont regretter. Et vous allez voir que CNews va continuer à monter et qu'il va y avoir comme ça une forme d'agacement des gens qu'on essaye de leur confisquer la possibilité d'avoir une diversité. C'est ça. Je rappelle que C8 et Hanouna étaient numéro 1 sur l'Access Prime Time. Numéro 1. Donc en fait, regardez, ce soir... dans les conséquences pas ce soir, mais dans les conséquences qu'ils vont avoir, on a coupé la première émission d'Access Prime Time en France, en février. Non mais c'est énorme. Baptiste Ménard, attendez. Baptiste Ménard, il y a censure. Vous êtes satisfait vous finalement de cette décision de l'Arcom ? Censure, je n'irai pas jusque là parce que c'est un terme extrêmement fort. Moi, ce que je sais, je n'ai pas l'attendu de la décision. J'essaye de la trouver, donc c'est un peu délicat. On est tous dans ce cas-là. C'est encore trop chaud. Ça vient de tomber. C'est un peu délicat de s'exprimer. Bien sûr. En direct. Vous voulez être prudent, je comprends. Voilà, je souhaite être prudent. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il y avait eu quand même un certain nombre de rappels à l'ordre qui avait été fait à C8 et à plusieurs reprises, qu'ils ont obtenu une amende record de 7 millions d'euros, qu'il y a eu quand même un certain nombre de dérapages en série sur cette chaîne, et que être diffusé sur la TNT exige de respecter un certain nombre de règles. Et par ailleurs, ce que je sais, c'est qu'il y avait, je crois, une vingtaine de candidatures pour seulement 15 fréquences. Donc à un moment donné, Mais les apôtres de la diversité, de la liberté, qui font l'apologie de la censure. D'abord, je pense pas qu'on puisse parler de censure. Ça me paraît excessif. Quand on interdit une chaîne, c'est quoi ? Il y a toujours des candidatures qui sont déposées, et l'Arcom, qui est une autorité indépendante, prend toujours un certain nombre de décisions. Pourquoi dans ce cas-là, sur TMC, il y a pas eu de censure ? Ce qui est problématique dans ce que nous venons d'apprendre, c'est que effectivement, nous savons bien aussi les audiences qui sont réalisées sur cette chaîne. C'est populaire. Donc
Voilà, mais en même temps, il y a des règles à respecter et on ne peut pas, parce qu'il y aurait des audiences extraordinaires, faire comme si elles n'existaient pas. Il y a quand même eu des rappels à l'ordre successifs qui, manifestement, n'ont pas donné suite à des modifications de l'attitude de celles et ceux qui sont en responsabilité sur cette chaîne. Mais encore une fois, je ne veux pas aller plus loin ce matin parce que je n'ai pas la décision et que je ne sais pas ce qui a motivé cette sanction. Est-elle proportionnée ou pas? Nous le saurons en lisant la décision. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire l'objection, Baptiste, quand même. Est-ce que ça vaut de censurer ou en tout cas d'interdire une chaîne ou d'y mettre fin simplement parce que Cyril Hanouna a mis des spaghettis dans le slip d'un de ses chroniqueurs, Mathieu Delormeau? Moi, je ne regarde pas Cyril Hanouna. Non, mais c'est peut-être pas dans la décision de l'ARCOM. Bien joué. Alors attendez, je vais vous faire réagir quelqu'un qui est ici régulièrement sur ce plateau avec Valérie Expert. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes en vacances, on vous a embêté pendant vos vacances. Gilles Gansman. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis en vacances, mais je suis toujours sur le pont. Oui, bon. Évidemment. Alors, vous êtes sur le pont, et là, c'est le choc, le coup de tonnerre. Là, ça y est, on interdit, ça s'est jamais produit. On met fin à la concession d'une chaîne de télévision. On met fin surtout à un groupe qui finance le cinéma. Et ça, c'est 8 et le groupe Canal+, en fait. Derrière, je pense que c'est le groupe Bolloré qui est visé. Je pense que derrière, il y a aussi une décision politique. Évidemment, on s'attaque à un groupe qui est un groupe média. Faut pas oublier que derrière C8, c'est le groupe Bolloré. C'est-à-dire que c'est Europe 1. Propriétaire de Canal+, propriétaire de CNews, propriétaire de C8. De CNews, mais également des journaux, du Europe 1, du JDD, d'un tas de groupes médias. Donc je pense que la puissance du groupe va réagir. Va en prendre un coup. Ah oui, c'est ça. Il va y avoir une réaction, vous voulez dire, très forte, et il va se défendre. Évidemment, parce que j'entendais vos chroniqueurs et j'entendais ce que vous veniez de dire. Oui, l'interdiction d'une chaîne parce que Cyril Hanouna est visé dedans, moi ça me paraît un peu limite quand même, sachant qu'en plus l'ARCOM a encaissé les amendes. Oui. C'est-à-dire que logiquement, quand vous avez une sanction et que la sanction a été payée, on passe à autre chose. Il y a un moment, on peut pas donner des amendes, que les amendes soient réglées par la chaîne, et puis d'un seul coup avoir une interdiction, parce que tout ce que devait respecter en termes de production, en termes de création française, était respecté par C8. Le cahier des charges était respecté. Et puis, alors l'autre chose qui me semble important, c'est qu'on accède aux demandes de la France insoumise. C'est-à-dire que là, il y aura un argument politique, vous voulez dire, et le groupe Bolloré pourra s'en saisir pour dire finalement, on a cédé aux gauchistes et nous, on nous a sanctionné. Moi, là, puisque avec Valérie, on avait reçu, on avait suivi évidemment les auditions qu'il y avait eu. La commission exactement, et que ça a toujours été une demande de la France insoumise. Alors Gilles, il y a des réactions de nos débatteurs ce matin, Jérôme Dubus, Thomas Alexoser, qui veulent réagir à vos propos. Je suis pas d'accord à ce qui vient d'être dit, parce qu'en réalité, c'est Gilles Gansman qui est notre journaliste média. L'amende était due, elle a été payée. Si C8 a été condamné, elle a été payée, point barre. Ça veut pas dire qu'ils sont revenus dans ce que demandait l'ARCOM. C'est deux choses différentes. Donc moi, j'attends vraiment d'avoir les justifications de cette décision pour en savoir plus. Bon, mais très bien, mais ce que voulait dire Gilles, c'est qu'après tout, ça va être perçu comme ça, symboliquement par les Français. Ils ont payé leurs sanctions, et pourquoi on revient à la charge? Pourquoi l'ARCOM a pris cette décision? C'est ça qu'on ignore. On verra les attendus, on ne les sait pas encore. Je pense qu'on va avoir un très gros problème de compréhension de la part du grand public, parce que des pertes de fréquences, il y a déjà eu des chaînes. Je crois Gulli avait perdu sa fréquence. Et là, on n'avait pas parlé de censure à l'époque. La différence entre perte de fréquence et
suppression d'une chaîne, elle existe, mais je ne suis pas sûr que les Français la comprendront comme telle. Oui. Les Français vont comprendre que c'est une disparition de la chaîne C8. Surtout avec une figure emblématique comme Hanouna, très populaire. Directement sur la TNT. On a un pays qui est très fracturé, on a une partie de la population qui pense que les élites de ce pays décident de tout et n'entendent pas la base. Et c'est notamment les 11 millions de Français qui ont voté RN aux européennes. Je ne dis pas qu'ils sont tous auditeurs de C8, mais la base est dans ces 11 millions de Français. Et donc je pense qu'on va avoir un vrai sujet de compréhension de la décision, parce que d'un côté il y a en effet la perte d'une fréquence, mais d'autres vont immédiatement penser à une suppression pure et simple de la chaîne, qui peut peut-être exister autrement via des canaux internet, etc. Oui. Alors on va reprendre de Gilles Gansman. Gilles, vous êtes encore avec nous ? Oui. Alors, il nous reste moins d'une minute, Gilles, avant la pub. Donc vous connaissez l'exercice, hein, mais votre conclusion sur j'ai l'habitude de dépasser les temps. Mais non. c'est notre grand, on est champion. Mais non, juste une chose. C8, le groupe Bolloré avait annoncé que s'il perdait la fréquence, on retrouverait Cyril Hanouna, soit sur C-Star ou soit sur Canal+. Donc déjà, ils avaient répondu. Vous voulez virer Hanouna, vous pourrez pas. C'est ça que dit Bolloré. Moi, je pense qu'ils vont transformer C-Star en C8. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont la fréquence C-Star. Alors après, il y a un cahier des charges très musical sur C-Star, mais c'est une affaire à suivre. On y reviendra avec vous dès votre retour avec Valérie Expert tous les matins dans Mettez-vous d'accord, bien entendu, et dans les débats, les grands débats sur Sud Radio. Merci messieurs, c'est pas fini. Je vous rappelle à tous nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent dans toute la France, ce coup de tonnerre, une décision de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qui met fin à la fréquence de C8, la chaîne de Cyril Hanouna, alors que CNews, elle, va conserver sa fréquence. On se retrouve tout de suite pour Mettez-vous d'accord, restez avec nous. L'actu, l'info chaude, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et des débats et une actualité chaude, on n'en manque pas cet été. Beaucoup de débats, beaucoup d'informations. Et alors c'est sur Sud Radio, la radio des JO, avec l'actualité ce matin d'une décision du CIO qui concerne les JO d'hiver. Je vous la redonne, cette information. La candidature des Alpes françaises pour l'organisation des JO 2030 a été officiellement acceptée, accordée, votée par le CIO. Toutefois, attention, sous réserve de certaines conditions, et notamment financières, il faut la garantie financière de l'État français. Et comme il n'y a pas de gouvernement, pour l'instant, cette signature de l'État français, cette garantie n'existe pas. Et puis ce coup de tonnerre de l'audiovisuel, on vient d'en parler avec nos débatteurs, puisque pour le PAF, une fréquence de moins, C8, la chaîne de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré, C8 se voit retirer en 2025 sa fréquence au profit, dit-on, d'une chaîne peut-être qui serait créée par le groupe Ouest France ou par le milliardaire Krasinski. On verra. Pour l'instant, on n'a pas encore de certitude. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que C8 ce sera sans doute fini, ce sera fini en 2025. Alors on va revenir à l'actualité, à nos grands débats de l'été. Vous avez, messieurs, tous les quatre, je vous rappelle qui sont nos quatre débatteurs ce matin. Jérôme Dubus, du pôle ID Horizon, Jonas Haddad, droite républicaine, élu du conseil régional Normandie et avocat. Autre Normand, Thomas Elexoser, secrétaire général du groupe Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure, et Baptiste Ménard, le socialiste qui devra faire face à ces trois adversaires en quelque sorte politiques. Baptiste Ménard, vous êtes socialiste et maire adjoint de Mons-en-Barreuil. On est ravis de vous accueillir tous les quatre, vous le savez, pour venir débattre de nos sujets. Et le sujet d'actualité, vous l'avez regardé hier soir peut-être, c'est l'interview du président de la République, où le président de la République finalement nous dit... Bon, mesdames et messieurs les députés, prenez vos responsabilités. Je veux une coalition qui démontre qu'elle a assez de parlementaires, de députés pour faire des majorités. Est-ce que c'est une façon pour lui, le président de la République, de s'accrocher au pouvoir? Est-ce qu'il a raison de pousser les députés à faire une coalition, ce qui est un peu un rêve éveillé pour certains tout de même? Jonas Haddad. Écoutez, moi, j'ai trouvé l'interview assez constructive hier, pour tout vous dire, mais en réalité... Pourquoi parce qu'en fait, déjà, pour la première fois, le président a reconnu sa défaite. Oui. Donc déjà, c'est un premier point pour quelqu'un qui a toujours l'habitude de ne jamais... En ajoutant tout de suite, voilà, toujours. Voilà, c'est toujours le en même temps. Oui, c'est-à-dire que en disant, personne n'a gagné. Mais personne n'a gagné. Deuxièmement, et j'ai entendu quand même qu'il avait très bien donné le cap
en parlant de l'autorité, en parlant de la réduction de l'immigration, en parlant de la fermeté de la justice et en parlant du rétablissement des services publics. Donc là-dessus, il a donné le cap. Ouais, après, on pourra dire qu'il récupère ce qui est l'hostilité, ce qui suscite l'hostilité. Voilà, après l'argument que j'ai entendu qui consiste à dire, pardon, mais que les JO sont une raison pour mettre en pause l'actualité constitutionnelle, alors que c'est lui-même qui a provoqué la dissolution, moi je comprends pas. C'est-à-dire qu'il décide une dissolution avant les JO, il sait donc qu'il va avoir potentiellement des conséquences de cette dissolution, et comme il y a les JO, il dit on fait rien. Oui. Son argument politique, c'est de dire finalement, on va laisser se décanter tout ça pour que, à partir du 15 août, de la fin août, du début septembre, on voit le travail des députés, s'il a abouti à une coalition. Mais c'est rêvé ça ou c'est... Il fallait faire la dissolution à ce moment-là. Quand ça, à ce moment-là, après les JO. Oui, mais son argument là, c'est de dire oui, mais on n'aurait pas pu à temps faire un budget pour 2025. Écoutez, là, de toute façon, là, si le gouvernement est censé s'occuper des affaires courantes, il ne peut pas prévoir et préparer un budget. Bon, à votre avis, pour répondre à ma question, est-ce qu'il a raison, le président, de dire aux députés faites une coalition crédible qui aille bien au-delà de 200 voix? Moi, ce que je comprends, oui, il a raison, mais je ne comprends pas pourquoi, alors que lui, il est toujours à la manœuvre. Là, il s'en dédouane. Voilà. Alors oui, il a raison. On sent le petit bouger chez le droite républicaine, à Laurent Wauquiez, on le voit bien, qui s'approche. Baptiste Ménard. On le voit bien. Non, écoutez, premier élément, moi je trouve quand même assez paradoxal que le président de la République dise c'est au parti de s'organiser pour finalement régler le chaos qu'il a lui-même organisé en provoquant cette dissolution. Deuxièmement, pour répondre à votre question, vous avez raison, le président de la République a raison d'appeler effectivement les partis politiques, pour le coup. Changement de culture politique française. Oui, vous louez en permanence les socialistes. Non, mais il a raison pour le sens de la coalition des Allemands, par exemple. Il a raison pour une raison simple, c'est que moi, ce qui me préoccupe, c'est l'intérêt des Français et l'intérêt du pays. On ne peut pas rester dans cette situation. Après, ce qui me gêne, c'est qu'il ne tire pas les conséquences du scrutin. Je le redis, puisque tout à l'heure Jonas Haddad me le faisait remarquer avec sourire. Personne n'a gagné. Ça, c'est un fait. Néanmoins, la première force politique, c'est le nouveau Front populaire. Non, mais c'est faux. Attendez. Dans ce cas-là, moi aussi, je fais des additions tous les partis. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de mon raisonnement? Oui, mais quand vous dites des choses... Est-ce que je peux aller... c'est factuel. Nous sommes le premier groupe. Donc, ça, c'est factuel. La première... quatre groupes différents. Vous êtes la première coalition formée. Nous sommes la première coalition formée. Si vous préférez. Oui, parce qu'on voit bien qu'il y en a d'autres qui sont en formation. Absolument. Effectivement. Attendez, pardonnez-moi, je vais donner des chiffres précis. 193 députés, le nouveau Front populaire. Mais 220, le centre et la droite. Non, mais attendez, là vous mélangez, vous faites déjà la fusion-acquisition que Jonas Haddad est en train de nous présenter. Bon, Baptiste Ménard. Moi, ce que je souhaite, c'est que effectivement, et ça c'est la responsabilité du nouveau Front populaire, nous devons en fait maintenant tendre la main et travailler à une coalition plus large, car nous le savons bien. Mais vous avez déjà fait le plein. Parce que nous le savons bien. Mais non, on n'a pas fait le plein du tout. Vous alliez à qui maintenant? Vous pensez que vous êtes allé de Hollande à Poutou? Allez, Jonas, laissez parler Baptiste Ménard. Vous refaites le débat de la dissolution, etc. Les Français vous ont répondu, nous sommes la première force politique. Le socialiste Baptiste Ménard. Allons-y, Baptiste. Bien, donc, une fois qu'on a dit cela, il faut effectivement tendre vers la majorité absolue. Donc moi, ce qui me semble important désormais, c'est que le programme du Front populaire est une base que nous devons agrémenter. Il faut maintenant déterminer des thématiques politiques sur lesquelles nous voulons avancer, des chantiers sur lesquels nous pouvons aller vers des majorités. Mais vous savez bien que votre programme, avec notamment les inputs de la France insoumise très radicaux, ne sera accepté par personne d'autre, au-delà de vos 193 députés. Écoutez, du nouveau Front moi populaire. là-dessus, je suis très à l'aise parce que je m'oppose à la stratégie de bordélisation qui est portée par Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à dire que nous avons gagné seuls et que c'est notre programme qui doit s'appliquer entièrement. Nous savons bien que ce n'est pas sérieux. Tout ça sert son propre récit politique. Donc c'est un faux programme. Mais n'a aucune réalité politique. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas 289 députés. Dès lors que nous n'avons pas la majorité à nous seuls, nous devons bien travailler. Donc vous dites que ce programme était bon pendant la campagne, mais aujourd'hui il faut le faire évoluer. Il faut être cohérent. Nous avons dénoncé en 2022, nous avons dénoncé le fait
en 2022 que le président de la République dise ok, j'ai une majorité relative, mais c'est comme si j'avais une majorité absolue. Donc soyons nous-mêmes cohérents. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire par exemple, c'était 240, c'était pas 200. Aujourd'hui Vous dire. retirez quoi? J'aimerais bien quand même qu'on laisse terminer. Des tunnels. Non, il fait pas des tunnels. Il a la parole. Laissez-lui la parole. Et j'essaie d'avoir un raisonnement et j'essaie qu'on me laisse parler. Non, mais vous êtes dingue. Attendez, Jonas Sadat, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais prendre la défense de Baptiste Ménard qui est seul contre vous. Merci. Et moi, je me dis quand même, ayez l'honnêteté intellectuelle d'écouter et de reconnaître. Mais on fait que ça, écoutez. Non, mais écoutez, qu'il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Parce que c'est un petit bouger comme vous venez de faire. Qu'est-ce qu'il nous dit, le socialiste Ménard, si je peux me permettre de parler comme ça, et c'est pas du tout désobligeant. Il nous dit, notre programme, il était bon jusqu'au résultat et au nombre de députés. Et là, maintenant, faut le faire évoluer. C'est exactement ce que dit Wauquiez de son côté. Oui, mais la question, c'est il change quoi? Parce que regardez, voyez, moi, je vous reconnaissez qu'il a dit ça. Je vous donne 3 éléments. Reconnaissez qu'il a dit ça. Je vous donne 3 éléments. Vous me dites si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Est-ce que, comme dans le programme du Front Populaire, vous êtes pour abolir la loi contre le squat, qui rétablit l'autorisation de squat? Est-ce que vous êtes pour désarmer la police, comme ce qui est dans votre programme que vous avez signé? Veulent faire évoluer. Et est-ce que vous êtes pour la retraite à 60 ans? Mais écoutez, je peux vous faire les mêmes questions par rapport au pacte législatif que vient de proposer. Non, mais moi, j'ai rien dit. Non, mais attendez. Laissez-le répondre. Souffrez que je vous réponde. Je peux vous faire les mêmes questions par rapport au pacte législatif que vous défendez. Aujourd'hui, il faut avoir la sincérité et l'honnêteté de reconnaître que aucune force politique peut imposer à l'autre l'entièreté de son programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a des points durs, chacun a des propositions sur lesquelles il ne souhaitera pas évoluer, nous le savons bien. On aimerait bien que tous les socialistes parlent comme vous, parce qu'Olivier Faure, il ne parle pas comme vous encore. Écoutez, moi, en tout cas, je dis les choses. Sur quoi vous voulez changer, par exemple? Non, mais laissez-le venir. Déjà, sur la posture, il accepte la discussion. C'est formidable. Moi, si vous me demandez, Baptiste Ménard, moi, je propose 3 priorités. Je propose les services publics avec une priorité sur la santé et l'éducation. Je propose de rétablir le socle républicain. Et je propose de faire de la question sociale et du pouvoir d'achat une priorité parce que ce sont 3 propositions. Excusez-moi, mais ça, c'est tellement vague que tout le monde peut y adhérer. Qui est contre? Écoutez, on verra bien. Vous ne voulez pas gouverner avec nous. Vous êtes pour qu'on crée des postes d'enseignants supplémentaires? Plusieurs choses. Non, mais qu'on mette un salaire plus élevé pour les enseignants. Les auditeurs, parce que vous avez parlé pendant 5 minutes. Il a très bien compris que vous alliez faire évoluer votre programme. Il est seul contre vous, il peut bien parler. Alors, Jérôme Dubus. Tout ça est une farce. Tout ça est une farce absolue. Enfin, je veux dire, c'est la 3e candidate. Ce qui me frappe, c'est que vous dites oui au président de la République, mais vous n'acceptez pas que certains socialistes viennent gouverner avec vous. Ça va être compliqué d'avoir une coalition. Est-ce qu'on peut finir notre raisonnement? Allez-y, Jérôme. C'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Tout ça est une farce absolue de la part de la gauche. En réalité, ils ne sont d'accord sur rien depuis le début. Ils ont en 48 heures produit un programme qui rappelle malheureusement 1980 en pire, avec des dépenses publiques en voiture, voilà, dans tous les sens, et tout ça n'est pas financé. Bon, premier point. Deuxième point, ils ne sont d'accord quasiment sur rien. On vient d'ailleurs de l'entendre. Donc c'est une coalition qui était là uniquement pour sauver. Donc j'accepterai aucun député socialiste qui rejoindra la coalition de Macron. Troisième point, il y a d'autres coalitions qui sont en train de se former, notamment une coalition qui est tout à fait possible et qui nous mènerait à 240 députés vraisemblablement, qui serait donc largement supérieure aux 200. Avec qui? On peut bien leur en donner 200. C'est 193. Vous êtes toujours en dessous des 289. Donc, oui, mais on est à 240. Voilà. On se rapproche des 250 qui ont fait une majorité relative pendant 2 ans. C'est mieux que 200. Et quatrièmement, donc vous voulez pas de socialisme. Ce cynisme des dirigeants des 4 partis de gauche qui envoient des noms comme ça, Madame Bello, puis Madame Bello sortir, Madame Tubiana, puis Madame Tubiana sortir, Madame Castet, puis Madame Castet va se retirer. Demain, elle sera retirée, Lucie Castet, c'est clair. Tout ça est d'un cynisme absolu. Je note entre autres que ce sont 3 femmes et qu'on joue avec des femmes de la part de la gauche. C'est absolument d'un cynisme terrible. Franchement, quand on n'a pas de femmes, on n'est pas content. Quand on en a, on balance des femmes et on les retire. Très bien, super. Attendez, moi ce que je retiens, Jérôme Dubus, c'est que demain, vous voulez pas de socialistes dans une éventuelle coalition. Mais si les socialistes veulent bien venir sur un projet commun auquel ils adhèrent, pourquoi pas? Juste avant, j'ai une question. Baptiste Ménard. C'est pas Baptiste et les auditeurs, l'émission. J'ai juste une question. Allons-y, Baptiste Ménard. J'ai juste une question. Je suis juste surpris que
d'un côté, une coalition est entendable et tout à fait respectable, elle ne serait pas cynique parce que bien sûr, vous l'avez annoncé à vos électeurs, je n'ai pas souvenir que les candidats Horizon ou les candidats centristes, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça n'est pas sérieux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, parce que vous dénoncez à gauche ce que vous voulez faire. Vous avez une coalition à 240 députés. On est dans une situation qui résulte malgré tout du choix des Français. Le centriste. Les Français ont voulu cette situation. Alors bien évidemment, les 200 désistements ont beaucoup aidé à voir l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui. Mais mine de rien, il n'y a aujourd'hui que la droite qui a pris de la hauteur, qui a travaillé, les deux groupes au Sénat et à l'Assemblée, qui ont proposé des textes de loi, des idées fortes, posé des lignes rouges. Moi, je suis ahuri de voir le silence de leur programme bien de sûr, campagne. Au-delà de leur programme de campagne. Et je suis ahuri du silence, admettons, de François Hollande, qui a été quand même président de la République, qui connaît les enjeux financiers, qui connaît la crise dans laquelle nous sommes et qui nous attend demain si jamais les créanciers, les pays étrangers, la bourse, les marchés nous tombent dessus. Et je suis ahuri du silence de François Hollande qui ne propose rien, qui s'est aligné sur le SMIC à 1600 €, qui depuis ne dit rien de plus. Bon, mais vous non plus, finalement, vous voulez pas centrer. Je voudrais des socialistes modérés, bien évidemment. Il est en train de nous faire des propositions. A eu un courage extraordinaire de se présenter en refusant LFI, en refusant Mélenchon, il n'est pas particulièrement modéré. Mais je tends les bras, j'ouvre les bras à ces socialistes modérés que j'aime. Que j'aime. Sur la croix. Tu le connais mal. Jonas, on notera que maintenant vous regrettez l'absence de. Non, moi je voudrais juste répondre par rapport à ce qui a été dit sur le signe égal entre des coalitions potentielles. Ah oui. La différence majeure qu'il pourrait y avoir entre les différentes coalitions, c'est que l'alliance honteuse qui a été passée entre le PS et les LFI a fait passer des gens mais qui sont ignobles. Quand je vois les photos de Raphaël Arnaud, fiché S, à l'Assemblée nationale, quand je vois les vidéos de monsieur Delogu qui fait un tête-à-tête comme une racaille avec les députés du RN, les coalitions ne se valent pas. Et il y a des choses qui sont intolérables dans cette alliance. C'est vous qui le dites, c'est le programme. S'il y a des propositions qui sont cohérentes et constructives avec vous et que certains socialistes viennent dans une éventuelle coalition majoritaire dans le pays, pourquoi pas? Vous en voulez pas? Non, mais j'y croyais pas en fait. J'y crois pas, effectivement. Des gens comme Bernard Cazeneuve, évidemment, par exemple, oui, mais le problème c'est que tous ces gens-là ne sont pas députés. Non, donc mais en réalité, des amis députés. En réalité, la gauche social-démocrate et modérée, soit elle se tait, comme l'a dit Thomas très justement, soit elle est absente de l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, et j'en veux beaucoup, parce que, je veux dire, je pense que vous êtes sincère. Hollande, par exemple, je pense que vous êtes sincère dans votre démarche, et je veux pas vous blâmer, mais je regrette beaucoup. Vous voyez, par exemple, cette gauche de Blum, de Jaurès, de Mendès France, qui aujourd'hui est totalement phagocytée par monsieur Mélenchon, qui à 20h04 à tous les scrutins, se pointe et vous confisque la victoire. Où est passé Raphaël Glucksmann? Vous avez dit finalement, Baptiste Ménard, oui, pour répondre à ma question, est-ce que le président a raison de pousser les députés à vouloir constituer une majorité, une coalition en tout cas? Vous avez tous dit oui, en fait, tous les quatre. Pas de la même façon, on l'a bien vu quand même. C'est la seule solution de s'en sortir. Mais bien sûr, mais après la question c'est jusqu'où il est capable d'aller, parce que si vous voulez, moi j'entends ce que vous venez de dire, Jonas Haddad, mais encore une fois, vous m'avez pas écouté lors de mon tunnel, comme vous avez dit, puisque j'ai dénoncé la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Je considère qu'elle emmène la gauche dans une impasse. Donc je suis très à l'aise là-dessus. Pourquoi vous alliez avec lui? Est-ce que je peux m'exprimer? Non, expliquez-nous pourquoi vous alliez. Alors vous savez ce qu'on va faire? Les choses sont très simples. On va relancer ce débat dans un instant, après la pub, parce que nous, il faut bien qu'on fonctionne et qu'on fasse. Vous alliez avec lui, vous nous dites maintenant que vous combattez sa stratégie. Jérôme, ne me coupez pas au moment où j'essaye de lancer la pub pour pouvoir prendre notre dernier débat, qui sera qui est Madame Castet? Ça vaut son pesant de cacahuètes. Qui est Madame Castet? Vous m'écoutez pas, Jérôme? Qui est Madame Castet? Lucie Castet, le nom proposé par le nouveau Front Populaire hier, juste avant l'interview du président de la République comme candidate à Matignon. Mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et nos quatre débatteurs, et je peux vous dire que ça débat, parce qu'il y a tellement d'actualités ce matin, ça débat hors antenne, bien entendu, et on y revient maintenant. Alors, le président de la République, une éventuelle coalition, et puis ce personnage nouveau qui est apparu hier, nouveau pour beaucoup de gens en tout cas, qui est apparu hier sur nos écrans, c'est la photo de Lucie Castet, qui est le nom choisi par, finalement, enfin, ils se sont mis d'accord, le nouveau Front Populaire, qui a donc choisi une femme, haut fonctionnaire, une
haute fonctionnaire, une spécialiste de finance, une des patronnes des finances de la ville de Paris, et certains y voient là un très mauvais signal, parce que la ville de Paris est carrément très 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 endettée, près de 9 milliards. Donc Lucie Castet, donc désignée par la gauche comme étant une candidate commune pour Matignon. Alors avec autour de la table avec nous Thomas Elexoser, les centristes, conseiller départemental de l'Eure, Jonas Haddad, droite républicaine, maître Haddad, avocat et membre du conseil régional de Normandie, Jérôme Dubus du pôle ID d'Horizon et Baptiste Ménard, socialiste, maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil. Tous les quatre pour débattre, après le débat sur la coalition, sur ce nom, Madame Castet, et sur le fait que la gauche s'est enfin mise d'accord. Je vais vous proposer, tout d'abord, écoutez bien messieurs, nous allons entendre la voix de cette Lucie Castet, car à Sud Radio, on a du nez. Vous savez, Patrick Roger, il y a quelques mois, l'avait invité pour parler finances, précisément. La directrice des affaires financières, numéro 2 affaires financières de la ville de Paris, s'exprimait ici sur Sud Radio. Écoutez bien, c'est Lucie Castet interrogée il y a quelques semaines par Patrick Roger. Pour information, la suppression de l'ISF, c'est 4,4 milliards d'euros, dont l'État s'est privé. Et il y a l'IFI qui est passé par là. Et effectivement, la suppression de la CVAE, qui est un impôt de production sur les entreprises, qui concerne 400 000 entreprises à peu près, ça coûte 10 milliards d'euros à l'État. On peut quand même se poser la question de la rationalité de tels choix lorsqu'on se rend compte que, effectivement, on est en déficit et qu'il faut améliorer la situation. Maintenant, si on regarde la question des économies à faire, l'État finance 8,5 milliards d'euros d'enseignement privé sous contrat tous les ans. On a le crédit impôt recherche et le CICE qui coûtent 27 milliards d'euros à l'État tous les ans. Au total, les aides aux entreprises, c'est 200 milliards d'euros par an. La voix de Lucie Castet, qui était donc sur Sud Radio face à Patrick Roger, qui est une femme de finance, et qui dit, le gouvernement Macron a trop dépensé, et il y a des ressources en augmentant les impôts. Jérôme Dubus. Non, mais le problème, c'est qu'elle dit n'importe quoi. Ah, alors bon, ça y est. L'ISF, 4 milliards et demi, je suis désolé, on a maintenu l'IFI. Qui rapporte 2 milliards. Donc ça fait déjà 2 milliards. C'est pas 4 milliards et demi qui ont été supprimés, c'est 2 milliards et demi. Bon, première erreur. Deuxième erreur, le CICE. On va pas rentrer dans les chiffres et les détails parce qu'on n'est pas armé pour ça ce matin. Spécialiste des finances, je suis désolé. Bon, mais qu'est-ce que vous inspire le CICE, il a été créé par François Hollande. Elle veut le supprimer. Enfin, c'est hallucinant. Vous bottez en touche parce que le sujet, c'est Lucie Castet nommée par la gauche. Elle est à la ville de Paris, elle est à la direction financière de la ville de Paris. Et on sait très bien qu'à la ville de Paris, Madame Hidalgo, c'est je dépense, tu payes. Tu es contribuable parisien, tu payes. Elle a augmenté, elle a doublé l'endettement de la ville depuis qu'elle est là, depuis 10 ans. Elle a augmenté surtout les impôts, la taxe foncière. Et elle a augmenté massivement les impôts, les droits de voirie, les amendes de stationnement, la taxe foncière qui a augmenté de 62%. Tout ça pour faire quoi? Et tout ça sous le contrôle de Madame Castet. Donc on a bien compris sa logique, c'est j'augmente les dépenses publiques, j'augmente les impôts pour financer les dépenses publiques. C'est clair et net. Jonas Haddad. Alors je vais vous donner un scoop à l'antenne de Sud Radio ce matin. Encore un scoop. Je suis allé chercher le profil et le pédigré de cette dame. Elle est surtout administratrice d'une association qui s'appelle l'Observatoire de l'extrême droite. Et est-ce que vous savez avec Thomas Porte, le député de Thomas Porte, mais est-ce que vous savez qui sont les autres membres du conseil d'administration? C'est Daniel Obono et Manon Aubry. Donc en réalité, cette dame qu'on nous présente, elle est proche de la France Insoumise. Elle est très proche de la France Insoumise et comme le dit très justement Stéphane Le Foll ce matin, c'est la victoire de Mélenchon. Et deuxièmement, ce qui est hallucinant, c'est que cette dame est présentée comme étant issue de la société civile. Mais vous pouvez m'expliquer en quoi être directrice des finances de la ville de Paris, conseillère de Madame Hidalgo sur les questions économiques et financières, c'est la société civile. C'est la pure technocratie communo-socialiste qui est valorisée là. Et enfin, dernier point, le culot, parce qu'on en revient au fond, que le nouveau Front populaire exige le pouvoir. Mais ces gens-là sont minoritaires. Il faut qu'ils se le mettent dans le crâne. On n'est pas en 1917 avec une révolution dans laquelle on peut prendre le pouvoir par simple incantation. Ils sont minoritaires et d'ailleurs, ça l'a montré lorsqu'il y a eu un vote pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ils ont perdu. Donc ils sont en minorité, qu'ils exigent rien du tout, qu'elle rentre à la mairie de Paris et qu'elle fasse des économies. Thomas Elexoser, le culot, je le double avec le passage radio de ce matin. Je demande au président de la République de me nommer Premier ministre. Mais madame, vous n'êtes jamais été élu de votre vie, vous n'avez même pas été élu député en juin et en juillet. C'est quand même hallucinant. Je demande au président, et en plus de dire ce matin, il est impossible de travailler avec le camp du président. Je suis désolé, il y a deux
cas de figure possibles. Soit la gauche modérée s'entend avec le camp du président et ils font des textes de loi ensemble que la droite votera ou votera pas. Soit il y a un plus large rassemblement sur des textes précis. Mais on ne peut pas dire vouloir être Premier ministre et dire au camp du président impossible, je cite, impossible de travailler avec vous. Bon, alors Baptiste Ménard, face à ce tombereau d'arguments hostiles, quelle est votre réaction et comment pouvez-vous défendre votre candidate, en tout cas celle de la gauche, Lucie Castet? D'abord, je voudrais dire que il était temps que nous désignions une personnalité qui fasse unanimité auprès des 4 forces politiques du nouveau Front Populaire, parce que moi je rencontre beaucoup de citoyens de gauche qui étaient assez désespérés de ce spectacle qui était donné. Bon, mais là c'est la victoire de Mélenchon. Deuxième élément. Parce que j'aimerais pouvoir poursuivre sans être interrompu. Deuxième élément, malheureusement, et nous le savons, une désignation par 4 partis ne fait pas majorité au Parlement, puisque lors de l'élection du perchoir, c'est ce que nous avions fait, ça n'a pas été suffisant. C'est pourquoi je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, en complétant quand même ce que disait Jonas Haddad en disant que tout le monde est minoritaire, il faut l'intégrer. Il ne s'agit pas de simplement dire que le nouveau Front Populaire est minoritaire. Tout le monde est minoritaire à l'heure actuelle. Et donc, la responsabilité qui est la nôtre, c'est aujourd'hui de construire une coalition ou, à défaut d'une coalition, de construire des majorités texte par texte sur des sujets qui puissent rassembler les Français. Mais attendez, il y a quand même une logique, il y a quand même une logique institutionnelle. Oui, mais il y a quand même une logique institutionnelle. Il y a des élections, personne n'a gagné, certes, mais les forces qui étaient coalisées et qui étaient coalisées dans la transparence devant les citoyens, ce qui n'est pas le cas de l'alliance que vous avez défendue tout à l'heure, Monsieur Dubus. Je termine. Ah bon, tout à l'heure vous reprochiez au nouveau Front Populaire d'être une farce parce que nous changions de pied, alors que vous, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Pas. Mais après, le programme d'ensemble et le programme de LR est à peu près similaire. Mais après les élections, donc je poursuis. Mais après les élections, quand les choses ont été faites avant. Donc il faut être cohérent. Donc ce que je dis simplement, c'est que nous devons effectivement maintenant construire cela. Il y a une logique institutionnelle à montrer que la coalition qui est la plus élevée en termes de sièges de députés, même si je rappelle qu'effectivement il nous en manque une centaine, c'est le nouveau Front Populaire. Donc c'est au nouveau Front Populaire de proposer une candidature. C'est au nouveau Front Populaire de proposer un projet sur lequel nous puissions nous entendre, car encore une fois... Donc le nom de Lucie Castet suffit pas, c'est ça que vous nous dites? Bien sûr. Moi, je me réjouis parce que je pense que c'est une personnalité... D'abord, c'est bien que ce soit une femme, je le dis, et puis je pense que c'est bien que nous puissions... Vous en avez récusé Je pense que c'est bien... Vous disiez pas la même chose quand c'était Elisabeth Borne. Bah oui, c'est ça. Non, mais vous disiez pas la même chose quand c'était Elisabeth Borne. C'est une femme aussi, vous êtes pas pour que Marine Le Pen accède au pouvoir. Baptiste Ménard, allez, Baptiste Ménard. Il nous reste 2 minutes, messieurs, donc faut conclure. Et donc, moi, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'effectivement, on fasse une proposition, par exemple, de 10 mesures sur lesquelles nous pourrions nous accorder et d'aller au-delà. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Elle a refusé ce matin sur France Inter tout accord avec le camp présidentiel. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est impossible. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, justement, j'ai bien écouté et j'ai réécouté. Elle a dit qu'elle ne souhaitait pas une coalition avec le camp présidentiel, mais qu'elle était prête à discuter texte par texte avec des députés du camp présidentiel. Qui est-elle pour décider si elle est prête ou pas? Mais c'est bien, mais moi aussi, regardez, moi je désigne Thomas l'exauceur ministre et puis Jérôme Dupuis ministre. Sauf qu'aucun de vos 4 je vous ai entendu. Elle non plus n'est pas députée. D'accord, mais elle est désignée par les députés. Oui, certes, avec sa première déclaration, elle vient nous dire comment voulez-vous travailler avec Madame Castet. Elle vient nous dire dans sa première déclaration qu'il faut abolir la réforme des retraites à 64 ans. Soyons sérieux. Comment voulez-vous travailler avec elle? C'est impossible. Elle a fermé la porte immédiatement. Écoutez, moi j'ai quand même entendu Baptiste Ménard, le socialiste, nous dire ce matin, Madame Castet, c'est un nom, c'est une femme, c'est très bien, mais ça suffit pas. Voilà. Et il est quand même dans cette idée dans laquelle... Madame Castet, elle est c'est pas le sujet. C'est un leurre, Madame Castet, elle va disparaître demain. Pourquoi c'est un leurre? Mais parce que tout le monde sait très bien qu'elle n'ira pas à Matignon, y compris les gens de gauche, ils le savent très bien. C'est une décision qui revient au président de la République. Sur une liste au municipal à Paris. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Madame Bello qui a disparu, Madame Tubiana qui a disparu, maintenant Madame Castet qui va disparaître. Voilà, c'est tout. Mais ils ne veulent pas gouverner.
Ils ne veulent pas gouverner. Ils savent que leur programme est intenable. C'est intenable. Ils ne veulent pas gouverner. Comment est-ce qu'ils ont pu mentir aux Français et dire aux Français, on va cet été par décret abroger la réforme des retraites? C'était Thomas Elexozer qui à l'instant nous disait ça, avec Jonas Haddad, avec Jérôme Dubus et avec Baptiste Ménard. Merci d'avoir, au pied levé, fourni des informations en direct. Par exemple, les Alpes françaises, Thomas Elexozer. Et puis, pour le tourisme en France. Et puis C8 qui perd sa fréquence. Voilà, les infos, c'est en direct sur Sud Radio. Vous savez bien avec que passion. Nous cherchons, et ce sera le cas dans 3 minutes, avec Joseph Ruiz. Nous allons aller sur les JO dans tous leurs états, bien sûr. Pour Mettez-vous d'accord ce matin, c'est fini. On salue nos 4 débatteurs qui sont les bienvenus avec nos auditeurs. On vous accueille régulièrement chez Valérie Expert. Merci à tous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.